Organigramme enfin adopté pour la CTG au sortir d'une séance plénière peu agitée ce matin. Une question essentielle pour le fonctionnement de l'administration résolue 6 mois après la grande transition. Le président de la CTG est notre invité ce soir. Le port maritime de Guyane rejoint le MASE, Réseau national pour l'amélioration de la sécurité dans les entreprises, un label qui implique de nouvelles normes à respecter au moins durant les 3 prochaines années. Et puis un grand ménage en fin de journal avec un Mayuri mené par le groupe Rien ne se jette, tout se transforme. Il a réuni dimanche quelques courageux pour transformer les berges de la Roche Bleue à Saint-Laurent. Reportage à suivre. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être avec nous. On commence ce soir avec cette levée du flou autour de l'organigramme de la CTG. Le point était donc à l'ordre du jour de la séance plénière ce matin. Après de longues négociations, les élus se sont prononcés pour la répartition de ces postes cadres, étape cruciale et nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité. Ayodele Gerba. Une assemblée plénière sous le signe du consensus. Vote à l'UTG et la société pétrolière Total. Un accord création de projets dans le domaine de la pêche, de la formation et des énergies renouvelables. Tous les élus sont également tombés d'accord pour déléguer d'un réseau de fibre optique à une entreprise privée. Cette délégation de services publics sera soutenue à hauteur de désaccords. Aujourd'hui, la question de l'auditeur adjoint ont été créés, dont un pôle spécifique. Par rapport à une population plurielle, et en l'occurrence, il ne fallait pas le normer sur des comparaisons au territoire, du maillage d'une spécialité. Aujourd'hui, donc, j'ai demandé à l'Assemblée de me donner l'autorisation, assurer la transition, et en septembre, je pourrai donc présenter les nouveaux directeurs généraux. Professionnels des agents territoriaux, 10 directeurs adjoints, c'est trop. Avec plus de 25 000, ils ont 7 à 8 directions générales de services. Je veux dire, aucune région n'a 10 directions administratives. Pensez les gens, et chacun a des goûts de riches quand on crie partout sur les toits qu'on n'a pas d'argent. Parce qu'il faut savoir, après 500 000 euros pour 10, vous en êtes à plus de 600 000 euros certainement, sur une masse salariale que vous savez déjà importante. Par ailleurs, pour le chef de l'opposition, les nominations des directeurs adjoints pèchent sur la forme, en raison du non-respect du délai de publicité. Ces nominations auraient dû être rendues publiques au moins 2 mois avant le vote en assemblée plénière. S'agissant du respect de cet élément, eh bien, à partir du moment où cette décision n'est pas contestée, eh bien, cela ne pose pas problème. Donc véritablement, il s'agira pour le président de veiller à ce que cette décision ne soit pas contestée par qui que ce soit en tout cas. Le syndicat SPAT ne l'entend pas de cette oreille. Il compte faire un recours devant la juridiction administrative. On a entendu que ce matin, visiblement, ils ont quand même adopté l'organisation au niveau des postes fonctionnels. Donc si c'était le cas et que ces publications ont été faites avec les noms qu'on nous a donnés nous-mêmes en comité technique, donc ça veut dire que de toute manière, les délais ne seront pas respectés et la publicité non plus. Donc le SPAT se réserve le droit de poursuivre le cas échéant. Ce désaccord n'a pas empêché l'adoption de la première mouture de l'organigramme. La version définitive devrait être votée en septembre prochain. Le président de la collectivité territoriale est notre invité ce soir. Rodolphe Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors bien sûr, plusieurs points à l'ordre du jour ce matin, mais on va bien sûr s'arrêter sur la question de l'organigramme qui a mis quand même du temps à se mettre en place. Est-ce que finalement cette mise en place de la CTG reste difficile aujourd'hui encore? Mais il est nécessaire que la mise en place d'un organigramme demande du temps, de la réflexion, de la méthode et de l'évaluation des compétences et des métiers. Donc, rassembler 3475 personnes dans une seule collectivité, à partir de 2 autres qui ont disparu et se sont fondus, où il y avait déjà des organigrammes avec différents postes fonctionnels, il était normal que nous prenions du temps. Mais j'en suis satisfait parce que j'ai discuté avec les syndicats, alors qu'il y a certains, comme j'ai vu sur votre page, qui sont contre. C'est normal, c'est le jeu démocratique, mais certains ont approuvé la démarche, la discussion et la négociation. Vous parlez tout à l'heure des réactions des syndicats qu'on vient de voir dans ce reportage. Est-ce que finalement il y avait des difficultés d'organisation parce qu'on a touché 6 mois avant de réussir à mettre en place cet organigramme qui à un moment donné posait problème? Oui, mais qu'importe si ça pose problème ou c'est lent. Je rappelle que nous construisons un pays, un territoire avec une population
qui a une croissance exceptionnelle, un retard structurel en matière économique, en matière de développement du territoire. Normal qu'on établisse dans ce débat avec les représentants des syndicats 3 concepts. Le premier, la territorialisation, ça veut dire que tous les territoires de la Guyane seront touchés par cet organigramme sur compétences. Le deuxième, c'était de permettre aux cadres locaux d'évaluation et de gravir à des postes de direction. Et le troisième, c'était maintenant de définir les pôles, en particulier le pôle économique, le pôle d'aménagement, le pôle culturel. Comment ne pas avoir un pôle culturel quand on a une population aussi métisse avec des racines amérindiennes, bushinengue ou autres. Donc vous comprenez. Donc je ne suis pas dans une comparaison au Pas-de-Calais, ou à Bordeaux ou ailleurs. Je suis en Guyane, sur un territoire sud-américain, un territoire amazonien. Alors quand même, on voyait donc les syndicats tout à l'heure évoquer des difficultés. Certains pensent déjà porter plainte. En question, ce serait des problèmes par rapport à des personnes qui ont été nommées cadres. Est-ce que finalement, cette tâche de transition du département et de la région vers la CTG n'a pas été sous-estimée par les uns et les autres? Non, écoutez, j'ai commencé les négociations bien avant les élections. Mais tout un chacun, on avait admis que c'est après les élections que l'exécutif qui sera élu mettra en place l'architecture, le moule de l'organigramme. Donc, quelle que soit la lenteur, quelle que soit la complexité, quel que soit le coût, le but est d'arriver à un organigramme qui soit un outil, pas une carte de visite, mais qui soit un levier économique pour ce territoire. Donc aujourd'hui, les postes que nous proposons correspondent à des métiers, correspondent à une stratégie de développement du territoire et sont accordés à des personnes qui ont une évaluation de compétences, pouvant donc réaliser une autorité de compétences. Autre point pour que tout cela se mette en place, une part importante quand même du budget de la CTG est dédiée aux personnes sans ressources, au RSA en fait, et cela risque bien de ne pas aller en s'arrangeant quand on observe notamment la croissance démographique de la Guyane. Comment comptez-vous opérer cette percée pour le développement du... Ça est un débat national. Elle a un différentiel qui, chaque année, est grandissant. Nous sommes à peu près à 150 millions sur le RSA. J'entends bien éclater le mammouth. Ça, pour moi, c'est non négociable avec l'État. En Guyane, c'est quand même 25% du budget d'investissement. D'une manière générale, en fait, en gros, sur 150 millions, la collectivité intervient à plus de 80 millions. Donc, il est important qu'avec mes collègues du département de France, nous puissions poursuivre le débat qui avait déjà été entamé pour que l'État puisse recentraliser les parts avec le RSA. Sincèrement, il faut se débarrasser du RSA. Si nous n'avions pas eu 40 millions de budget sur les fonds propres. Maintenant, la question de la chose, et la question de l'économique, et c'est la raison pour laquelle nous avons 2 pôles économiques, l'enclavement du territoire, le numérique, l'énergie, et le pôle économique avec toutes les filières. Et je crois que dans il est important que j'affiche aux partenaires du monde économique ce pôle économique. Et là, nous avons mis plus de 60 millions qui sont prêts à être lancés dans ce qu'on appelle... En tout cas, vous ne pouvez pas compter sur le soutien de l'État qui vous pousse plutôt à emprunter, plutôt que de simplement donner une enveloppe pour le développement de la Guyane. Une nouvelle fois, c'est la population qui va rembourser. Non, ça c'est un débat de philistins, c'est un débat d'hypocrite, un débat de démagogue. Non, c'est une question quand même cohérente. Non, attendez. Pour demander à l'État de vous verser de l'argent, faites des barricades, faites des manifestations, mettez des bombes. Donc vous appelez la population non, pas du à tout. se dresser finalement pour ça. Non, aujourd'hui, je suis un homme responsable et je viens en dignité devant l'État en disant que je peux rembourser le temps que le pacte d'avenir soit donc installé. Aujourd'hui, lorsque nous amenons un dossier, que nous disons nous faisons un emprunt, nous sommes ni à genoux, ni à la tête basse. Par contre, je réponds à l'urgence. Si aujourd'hui la Guyane n'a pas les 50 millions avant le mois d'octobre, c'est sûr que le pays aura un gap extraordinaire. Donc, tous ceux qui prétendent qu'on serait parti en France, qu'on nous ferait une cagnotte de Père Noël, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Je dénonce avec force et vigueur ce genre de méthode de manipulation de la population. Nous sommes des gens dignes, capables d'avoir un budget où nous pouvons rembourser notre emprunt. Si vous faites une demande à la banque pour acheter votre voiture, votre maison ou votre terrain, vous irez en apportant un budget qui puisse répondre à l'emprunt. Et bien c'est ce que nous faisons. Donc finalement, est-ce que vous estimez que l'État donne suffisamment pour la Guyane aujourd'hui? Je n'ai pas dit ça. Je ne cesse de critiquer l'État sur son désengagement. Mais je dis, il faut venir en homme responsable devant l'État, lui dire que nous faisons un emprunt pour permettre justement la continuité du service public, répondre à la commande publique. Ce que je fais, les Martiniquais le font, les Pas-de-Calais ou ailleurs le fait. La différence qu'il y a, c'est que la Guyane a un tel retard structurel qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, le pacte d'avenir
est fondamental pour le rattrapage de ce retard, de permettre la commande publique, de permettre également les infrastructures, mais également les filières économiques. On devrait s'étendre un peu plus sur cette question du pacte d'avenir qui est très importante, mais on ne peut pas, un dernier point très rapidement quand même, concernant les élections législatives qui arriveront là dans moins d'un an. Est-ce que vous avez un candidat? Non, vous êtes pressée, madame. Dans moins d'un an, on peut poser la question. Non, moi j'ai un parti politique qui va se réunir, qui va avoir son congrès, qui va présenter ses candidats. Pour l'instant, je laisse mes camarades organiser le congrès, mais moi, je suis vraiment tête dans le guidon, l'emprunt, le programme pluriannuel d'investissement, l'organigramme et bien évidemment la mise en phase de l'architecture de la CTG. Je crois que c'est quand même pas mal déjà comme activité. Merci beaucoup, monsieur le président de la CTG, d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi. On poursuit maintenant avec ce mouvement social à la régie communautaire des transports. Depuis lundi, une partie des chauffeurs exercent leur droit de retrait à l'appel de la CDTG, ce qui provoque bien sûr des perturbations dans les réseaux de bus, en cause notamment une nomination contestée à la tête de la cellule prévention ce matin. Ce point sensible a été évoqué lors d'une séance à la CACL. On écoute le délégué syndical FO au micro de Jonathan Lariot. Monsieur Goudet, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment défendu ses collègues. Et donc, ça a été très très mal perçu, d'autant plus que depuis quelques mois, depuis un certain temps déjà, on n'a pas cessé de remonter tous les problèmes et, qui opposent en tous les cas les chauffeurs. La gestion de la RCT a été confiée à une poignée de personnes qui émanent en fait du syndicat UTG. Et là, ça commence à bien faire. On a déjà rappelé à l'ordre plusieurs fois, on a déjà interpellé la présidente, la direction, tout le monde, mais personne ne nous entend. Ce matin, on avait la possibilité de faire un point sur tous ces problèmes. Il y a eu des plaintes pour harcèlement sexuel. Elle les a, les plaintes. Les plaintes ont été déposées à la police, on lui a remis des plaintes, elle a les copies des plaintes. Il ne faut pas faire la sourde oreille ni se voiler la face. Ce matin, on avait la possibilité dans cette réunion de débattre, de régler ce problème. On a demandé 2 minutes d'interruption de séance pour qu'on aille se parler dehors. Et lorsqu'on est revenu, elle a mis fin au CHSCT. Alors d'abord, elle nous ordonne d'arrêter le droit de retrait et en plus, si on ne l'arrêtait pas, qu'il allait avoir des sanctions financières. C'est un réseau national d'entreprises pour l'amélioration de la sécurité dans les structures. Le Grand Port Maritime de Guyane le rejoint. Il s'agit du MAZ, un label pour cette entité industrielle et surtout de nouvelles normes auxquelles il va falloir se tenir au moins durant les 3 prochaines années. Xavier Paul Lepelletier. Association reconnue à l'échelle nationale, le MAZ, Manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise, permet aujourd'hui au Grand Port Maritime d'uniformiser de façon simple ses systèmes de sécurité, de santé et d'environnement pour ses 52 salariés, ainsi que pour les 600 autres personnes qui travaillent sur son site pour le compte de sous-traitants. Une initiative indispensable aux ambitions de Dégrade et Cannes. L'élément déclencheur a été la recherche pétrolière, car il fallait répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité. Donc, le Grand Port a adhéré au MAZ en janvier 2013 et depuis, en fait, nous nous efforçons d'améliorer notre système de sécurité en se basant sur ce référentiel. Donc, il y a comme acte fort, c'est l'engagement de la direction qui s'est engagé dans cette démarche et qu'il n'y a pas seulement l'engagement de la direction, mais aussi l'engagement en fait de l'ensemble du site portuaire, à savoir les usagers portuaires et les sous-traitants. Bien qu'au niveau du port, on insiste sur le fait qu'il n'est pas obligatoire pour les entreprises intervenant sur son site d'être masées. On souligne néanmoins que l'affiliation au MAZ pèsera très fortement dans la balance concernant l'attribution des marchés. Il faut savoir que le MAZ est un système qui est moins contraignant et moins coûteux que les normes ISO. Donc moins contraignant car c'est un dispositif qui est très pragmatique, il est très axé terrain. On va sur le terrain pour faire des audits, pour vérifier les compétences du personnel, avec des revues de direction. Et je viens de dire aussi qu'il est moins coûteux
Si on compare maintenant au niveau des coûts, le coût pour une entreprise intervenante pour l'adhésion est de 350 €. Pour une entreprise utilisatrice, en l'occurrence le Grand Port Maritime, est de 3 700 €. Ça, c'est la cotisation annuelle. Et le coût pour faire un audit MAZ est en moyenne de 1 800 € pour une entreprise intervenante. Pour les normes ISO, le coût en moyenne pour la certification est de 30 000 €. Avec les individus comme principale cible des outils de prévention, la mise en route de la certification du MAZ pour le GPM va démarrer avec des formations d'une durée de 45 minutes pour l'ensemble des personnes franchissant le site du port. Restez avec nous dans un instant, nous verrons le travail de sensibilisation aux dangers des cyclones et ondes tropicales en Martinique et puis autre type de sensibilisation avec le Mayouri mené par une association sur les berges de la Roche-Bleue à Saint-Laurent. Ça s'est passé dimanche dernier, reportage à suivre dans quelques instants. Mais avant, direction Saint-Joseph en Martinique pour s'intéresser aux règles sanitaires dans la restauration. Une boulangerie est menacée de fermeture provisoire. Elle a été contrôlée hier matin par une équipe d'experts en présence de la gendarmerie. Le comité opérationnel départemental antifraude a constaté d'inquiétants manquements. Hubert Bornil et Alvin Courcy. La présence des gendarmes aux abords du snack a étonné plus d'un ce matin. L'affaire est grave puisqu'elle touche à l'hygiène alimentaire. L'infraction la plus visible, c'est le défaut d'hygiène. Ça met en péril la santé du consommateur. Cette dame, dont nous ne révélerons pas l'identité, travaille depuis longtemps dans la boulangerie-pâtisserie. Sous le poids de l'émotion, elle nous confie que cela devait arriver un jour. Bon, il fallait s'attendre tôt ou tard. Mais là, aujourd'hui, ça m'a choqué. Sur place, les gendarmes du CODAF ont relevé plusieurs infractions, surtout au niveau de l'hygiène. Certaines photos prises en cuisine, d'ailleurs, se passent de commentaires. Une chose est sûre, l'établissement ne peut pas continuer à accueillir du public. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Bien sûr, les agents qui nous accompagnent justement dans ce contrôle seront à même de dresser un procès-verbal justement sur l'état sanitaire de l'entreprise. Et ensuite, ce sera aux autorités administratives de prendre leurs décisions. Loin de se laisser perturber par la présence des gendarmes, quelques clients ont passé la porte d'entrée. Certains n'ont pas caché leur étonnement à la sortie. C'est normal qu'on se met à réfléchir un petit peu, à savoir qu'est-ce qu'on consomme de nos jours, si c'est bon, si c'est pas bon pour notre santé, surtout pour la santé. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça, personne ne tombait malade, mais maintenant, voilà. Ça choque quand même. Donc je pense qu'on a un service sanitaire qui doit faire le nécessaire. Hein. Donc on verra quoi. Donc on a quand même la sécurité des personnes en jeu. Deux autres interventions ont eu lieu dans la matinée. Elles concernent toujours la même direction. Ces établissements se trouvent au Robert et au Lamentin. En Guadeloupe, à présent, l'association Famille Rurale, premier mouvement familial de France, s'installe dans l'archipel. Créée pour venir en aide aux familles en difficulté, la structure a pris ses quartiers aux abîmes. Isabelle Amou et Patrick Curie nous présentent le projet. Sandra est l'une des adhérentes de l'association Famille Rurale des Abîmes. Elle vient ici dans le but d'être mieux accompagnée pour sa gestion administrative, mais aussi pour sa préparation au concours d'aide médico-psychologique. C'est-à-dire, au niveau de l'oral, j'aurais aimé qu'on m'aide au niveau de l'oral parce que c'est pas évident quand on se prépare seul. Mais avec l'association et l'aide que l'association va me procurer, je pourrais être mieux préparée pour passer ce concours. Et puis par la suite, s'il y a des évolutions avec l'association, ils seront là pour m'aider. C'est toute une équipe qui se mobilisera pour entamer les démarches. Son point négatif, c'est au niveau de l'oral. Donc nous avons demandé si elle est inscrite à l'ANP, à Pôle emploi. Elle nous a dit oui. Par rapport à Pôle emploi, nous allons contacter avec elle Pôle emploi, voir les différents organismes qui accompagnent à la préparation du concours d'aide médico-psychologique. Et cette dame-là, à ce moment-là, elle sera prise en charge, elle pourra faire sa formation. Et nous aussi, ensuite, par la suite, nous allons la recevoir. Et nous allons en quelque sorte faire le jeu de rôle aussi déjà avec elle. À plusieurs, les 3 vice-présidents qui sont habilités à recevoir pour le moment le public. Nous allons lui poser des questions. Et on fera, si vous voulez, un jeu de questions-réponses. Elle sera amenée à nous regarder, essayer déjà de la mettre en position de concours. L'association compte 35 familles adhérentes qui présentent pour la plupart des difficultés sociales. Pour le moment, les familles que nous avons pu rencontrer, c'est plutôt les difficultés d'ordre financier. Nous avons les difficultés des dettes locatives, les difficultés. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une mère de famille qui me disait, au 10 du mois,
il n'y a plus rien pour donner aux enfants à manger. Elle a des enfants qui vont à l'école par moment sans rien à manger. Donc, à ce moment-là, nous mettons en place par rapport à ses revenus, par rapport aux charges que cette famille a, nous allons contacter l'assistance sociale du secteur et voir comment, dans quelles conditions nous pouvons accompagner cette dame et améliorer les conditions de vie de cette personne. Le 6 août prochain, l'association Famille Rurale organisera une bourse aux vêtements sur la place de la Poste de la ville. Celle-ci permettra aux personnes à très faible revenu d'acheter des vêtements pour enfants en vue de préparer la prochaine rentrée scolaire. On prend la direction de Saint-Laurent-du-Maroni à présent. Le groupe Rien ne se jette, tout se transforme a organisé un maïori sur les berges de la Roche-Bleue dimanche dernier. Un après-midi ramassage de déchets qui a bien sûr embelli la plage tout en permettant de sensibiliser les passants à la cause. Reportage. Quand les colibris se mettent au nettoyage. C'était dimanche dernier que l'association des colibris de Saint-Laurent-du-Maroni a organisé une après-midi de ramassage sur la plage de la Roche-Bleue. L'objectif, sensibiliser un public de tout âge sur la problématique des déchets. Déjà, je trouve que le ramassage de déchets, c'est une activité originale. Et en même temps de faire un geste pour la ville et montrer un peu l'exemple aux gens, peut-être qu'ils vont se questionner, se dire mais pourquoi ils ramassent les déchets, peut-être ça peut faire un cheminement dans leur tête et améliorer les choses d'une certaine manière. Donc c'est une association qui est née en Guyane à partir de l'île de Cayenne et des gens dans l'Ouest étaient intéressés pour faire la même chose à Saint-Laurent. Et donc à l'initiative de quelques personnes, il y a quelques mois, 4-5 mois, se sont organisées les premières réunions pour appeler les gens qui avaient envie d'œuvrer un petit peu pour un développement durable, raisonné, pour gérer certaines problématiques liées à l'environnement, mais aussi au changement de mentalité, au changement de société. Et de là, plusieurs groupes se sont créés selon les affinités des gens et ce qui les retenait plus particulièrement à cœur. Il y a un groupe, le nôtre, qui s'appelle Rien ne se jette, tout se transforme, qui a envie de sensibiliser, de faire changer les choses par rapport à la problématique des déchets, de la gestion des déchets, des dépôts de déchets sauvages. Et c'est vrai que ce serait bien profitable et bénéfique, je pense, pour ce mouvement de bénéficier d'un appui, pourquoi pas, et financier, et d'animateurs, et d'agents communaux, et voilà. Mais on va y venir, c'est naissant, donc voilà. Un mouvement à soutenir qui nous rappelle que garder une ville propre, c'est l'affaire de tous les citoyens. Ainsi s'achève votre édition. Avant de se quitter, voici les principaux titres à retenir. Organigramme enfin adopté pour la CTG au sortir d'une séance plénière peu agitée ce matin. Une question essentielle pour le fonctionnement de l'administration résolue 6 mois après la grande transition. Le président de la CTG était notre invité. Le Grand Port maritime de Guyane rejoint le MAS, Réseau national pour l'amélioration de la sécurité dans les entreprises, un label qui implique de nouvelles normes à respecter au moins durant les 3 prochaines années. Enfin, vous avez pu voir ce grand ménage avec le maïori mené par le groupe Rien ne se jette, tout se transforme. Il a réuni dimanche dernier quelques courageux pour transformer les berges de la Roche-Bleue à Saint-Laurent-du-Maroni. Merci d'avoir été avec nous. Ne bougez pas, dans un instant l'information nationale et internationale, puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée et à demain.